Et bienvenue Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous et Geoffroy Roux de Bézieux, ancien président du MEDEF. On va faire peut-être un détour tout d'abord par l'Élysée. On ira dans quelques minutes. Vous savez sans doute, si vous étiez avec nous en coulisses depuis quelques minutes, qu'Emmanuel Macron réunit en ce moment des cadres de sa majorité. Sont présents notamment Elisabeth Borne, celle qui avait fait cette réforme des retraites, Olivier Dussopt, qui a critiqué dans la presse il y a quelques jours sa suspension, et que des députés de terrain, des députés font savoir en ce moment même au chef de l'État qu'ils ne voteront peut-être pas la suspension de la réforme des retraites. Ça, je suppose que ça vous réjouit, Manon Aubry, de voir qu'il y a des fissures aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que le macronisme est en déliquescence. Tout comme les politiques macronistes sont en déliquescence parce qu'il y a plus grand monde pour les défendre, plus grand monde pour défendre un budget qui va être un budget, certainement l'un des pires budgets de ces dernières dizaines d'années, avec des coupes budgétaires dont les malades, les étudiants, les salariés, les retraités, tout le monde va en payer le prix. Et donc je ne suis pas surprise qu'il n'y ait plus grand monde aujourd'hui pour défendre ces politiques-là qui nous ont fait tant souffrir. Geoffroy Roux de Bézieux, l'OFCE a chiffré ces derniers jours le coût de la crise politique qu'on connaît, alors pas cette semaine, qu'on connaît depuis l'épisode de la dissolution. Un an de crise politique, dit l'OFCE, c'est 15 milliards d'euros en moins pour l'économie. Je suis incapable de le convertir en points de croissance, mais je pense que vous pourriez le faire si je vous interrogeais. Moi non plus. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que suspendre la réforme des retraites, si ça permet de sortir de la crise, ça vaut le coup? Comment vous répondre? Le plus honnêtement possible? Oui, je vais essayer. Vous savez, moi, j'ai rien à gagner, je suis pas élu, donc tout va bien. Je vais vous dire, je suis en train de lire les mémoires de Churchill en ce moment. Et ça va pas, vous? Il raconte le retour de Neville Chamberlain de Munich. Et il dit le lâche soulagement de Neville Chamberlain. C'est un peu ça le sentiment. C'est-à-dire qu'on achète une paix à court terme. C'est Munich, la suspension suspension de la réforme. Munich, pardon, vous savez... Oui, Munich, où les Occidentaux disent à Hitler, tout va bien, et rentre à la maison. Entre guillemets, on achète une sorte de paix civile, la capacité à avoir un budget, mais... Moi, j'ai le sentiment, je ne suis pas un expert politique, Bruno Jeudi répondra mieux que moi, ou Madame Aubry d'ailleurs, je pense qu'il y aura une dissolution un jour ou l'autre, parce qu'on voit bien les antagonistes sont en train de se remettre. On parle de budget, Monsieur Faure demande, et c'est son droit, d'augmenter encore plus les impôts qui sont déjà augmentés, donc on voit bien que tout ça est extrêmement fragile. Alors oui, ça coûte de l'argent, parce que moi je vois que des patrons qui sont le pied sur le frein. Qui embauchent plus, qui investissent plus. Les patrons, là, ils ne sont pas contents en se disant si ça peut permettre d'acheter ce que vous appelez la paix sociale. Non, mais allons-y. Je ne veux pas employer de mots. Non, c'est le lâche soulagement. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, on va avoir un budget. Quel budget? J'en sais rien. Vous allez nous le dire, Madame Aubry. Enfin, en tout cas, les députés vont le dire. Non. Mais on a des visions d'économie qui sont totalement différentes entre Monsieur Faure et la majorité, enfin pas la majorité, mais la minorité socle commun. Je vous renvoie la balle, Manon Aubry, et après je donnerai la parole évidemment à Bruno Jeudi. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour vous, qui avez manifesté contre la réforme des retraites, une suspension sûre et certaine aujourd'hui, plutôt qu'une abrogation hypothétique en 2027 ou jamais? Sauf que ce n'est pas une suspension, Monsieur Fauvel. Ce qu'a proposé le gouvernement, c'est un décalage d'un an de l'application de la réforme des retraites à 64 ans. La réforme des retraites à 64 ans, elle demeure. Tous les uns les autres jusqu'au ici, 1er janvier 2028. Mais ça veut dire juste qu'on reporte d'une année. Après, elle continue à se mettre en œuvre. Concrètement, la réforme... Il y aura une présidentielle entre-temps. Oui, mais, c'est la proposition des socialistes. Sauf qu'il faut un nouveau projet de loi. Si vous aviez une vraie suspension, on s'arrêterait au point où on en est, ce qui est 62,9 mois. C'est pas ce qui va se passer. Pour permettre... Non, c'est pas ce qui va se passer, Monsieur Jeudi. Vous allez avoir une classe d'âge... La présidentielle, si vous gagnez, à ce moment-là, vous abrogerez. Ça, je vous confirme que si on la gagne, on abrogera. Mais aujourd'hui, dire haut et fort, comme le proposent et comme le disent les socialistes, et je comprends qu'ils sont dans une position qui est compliquée, qui est fragile, parce qu'il faut qu'ils donnent l'illusion qu'ils ont eu une victoire. Mais vous le savez, quand on a été dans la rue massivement, alors il n'y avait peut-être pas les amis de Monsieur Roux de Bézieux, mais les Françaises et les Français étaient là nombreux dans la rue pour défendre l'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est pour se débarrasser de la retraite à 64 ans. Et là, ce qu'on a, c'est décalage d'un an pour une génération, soit 800 000 personnes. Ils vont gagner pas 2 ans de travail en moins, ils vont gagner 3 mois. Premier problème. Deuxième problème, on n'est même pas sûr qu'il soit adopté. On commence à en parler, à faire de l'explication pédagogique depuis quelques jours. Pour que ce budget soit adopté, il faut qu'il passe ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. On l'a expliqué il y a quelques minutes sur ce plateau. Voilà, qui est composé sénateurs et députés où il y a une majorité de droite qui est très hostile à ce qu'on réouvre la réforme des retraites. Et troisième difficulté, c'est que tout ça,
ce qu'ils vont donner d'une main, ils vont le reprendre en 8 fois pire de l'autre main. Rien que le gel des pensions de retraite, juste de me faire un avis ça fait 3 milliards. Attendez, je termine juste parce que c'est important. Je vous écoute évidemment, vous nous dites que ça ne se fera pas. Geoffroy Roux de Bézieux nous dit, je relis Churchill, tellement j'ai l'impression que c'est le renoncement de l'année. Il y a peu de chances que ça se fasse, et si ça se fait, ça va coûter encore plus cher, parce qu'ils vont nous le faire payer derrière. Rien que le gel des pensions de retraite, pour ceux qui nous écoutent, c'est 3 milliards d'euros. Le décalage dans le temps, c'est 400 millions d'euros. Donc vous voyez, ils vont rendre 400 millions d'euros et ils vont reprendre de l'autre côté 3 milliards d'euros aux retraités. Et ça, c'est que pour les retraités. Je ne parle même pas du gel des APL pour les étudiants, du doublement des franchises médicales qui vont rendre les médicaments plus chers, etc., qui sont dans ce budget. Dans un instant, c'est un renoncement. C'est quoi, Bruno Jeudi, quand Emmanuel Macron, cet après-midi, devant les députés macronistes, dit, pardon, j'essaie de reprendre ces mots, oui, c'est douloureux, et qu'il s'entend dire par une partie de ses députés, nous, on ne la votera pas. La suspension, il est en train de perdre ses dernières troupes? Non, mais il faut voir, les mots ont un sens. Décalage ou suspension, peu importe les mots, en tous les cas, c'est ce que fait. Oui, mais c'est ce que fait Sébastien Lecornu. Effectivement, le passage à 63 ans, au lieu d'être 1er janvier 2027, sera au 1er janvier 2028. C'est effectivement un gros sacrifice pour Emmanuel Macron, puisqu'il a porté cette réforme et il n'a pas changé d'avis. Lui, il pense qu'il faut porter la retraite à 64 ans. Il avait même défendu 65 ans pendant la campagne présidentielle. Mais Sébastien Lecornu pense exactement la même chose, et la plupart des députés macronistes pensent toujours la même chose. Simplement, face au blocage politique, le Premier ministre a proposé, pour pouvoir trouver un compromis avec les socialistes et ne pas être renversé, parce qu'il faut, c'est leur ligne, donner un budget au pays. Il a décidé de faire effectivement ce décalage dans le temps qui va coûter de l'argent. Alors Bercy a chiffré, on a exactement, peut-être que certains disent que ça coûtera plus, en tous les cas on va s'en tenir à ce que dit. Ça coûtera plus. Ça coûtera sans doute plus, mais en tous les cas on va se tenir à ce que dit. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça coûtera plus? Parce que c'est en termes d'image. C'est en termes d'image peut-être. Il peut y avoir un effet visuel, mais il y a toutes les autres recettes qui vont pas être là. Puisque quand vous avez moins de gens en emploi, si vous voulez, c'est en gros le résultat de tout ça, c'est travailler moins de travailleurs, plus de retraités. Exactement. Prévu. Et puis après, mais ça, pardon, Bercy n'a pas calculé, c'est pas le bon chiffrage. Non, parce qu'il n'y a pas les autres recettes des régimes fiscaux. Puisque vous avez moins de gens en emploi, plus de gens à la retraite, vous avez toutes les cotisations qui sont payées par les gens qui étaient en emploi, qui ne sont pas comptées dans ce chiffrage. Et à la limite, ça ne change pas le débat. Hein, mais surtout, le vrai sujet, pardon, pour finir là-dessus, c'est que c'est dans 5, 6, 7 ans que les chiffres commencent à peser. Juste un mot sur la retraite quand même. Non, mais quand même, juste pour éclairer nos téléspectateurs, bon, d'abord, je pense que cette réforme, elle est mise sur pause jusqu'en 2027. Simplement, Mme Aubry, elle oublie de dire qu'il va y avoir un débat présidentiel, et donc les forces politiques, à nouveau, elles défendront leur position les unes les autres. Ceux qui voudront revenir à 60 ans dans une Europe comme si dans l'Europe. Il faudra une nouvelle loi. Oui, mais vous êtes d'accord? Si on ne fait bien sûr, rien, mais vous le ferez si vous êtes au pouvoir. Si on ne fait rien, elle va continuer à s'appliquer. Donc vous allez avoir des centaines de milliers de gens. Mais quand vous serez au pouvoir, si vous y arrivez, et je le souhaite. Moi personnellement, je pense que revenir à la retraite. Aussi, non, pas du tout, parce que je pense que la retraite à 60 ans, c'est vivre dans un pays qui n'existe pas. C'est au contraire vivre dans la réalité de gens qui se cassent le dos au travail. Moi, je pense que les faits sont têtus, les chiffres sont réalistes, c'est comme ça. Vous avez un quart des plus pauvres qui n'atteignent même pas l'âge de 62 ans. Pourquoi dans aucun pays au monde, la retraite, elle est revenue à 60 ans? Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc la France, les Français ne sont pas différents des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Mais vous savez comme moi que dans ces pays, vous avez des travailleurs pauvres. Vous avez énormément de gens. Je rebondis sur la question. Il y a des pays aujourd'hui qui sont dans les pays voisins ou comparables à la France qui sont à la retraite à 60 ans. Non, pas à 60 ans. Vous en avez à 62 ou à 64 dans l'Union européenne. Mais non, mais il en existe. La vraie question qui est posée, c'est 1, le modèle de financement, 2, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et 3, la question du niveau de cotisation. Mais je reviens simplement sur ce que vous venez de dire. Sur la question du financement, le fait que les dividendes ne soient pas mis à contribution, c'est quand même un sujet. Vous nous dites, je reconnais qu'il n'y a pas d'autres pays aujourd'hui. C'est un choix de société. Et c'est 62 ou 64. On peut être les premiers ou les seuls à revenir. Moi, ce que j'observe, Monsieur Fauvel, c'est que dans tous les pays européens, je vous le dis d'autant plus en étant députée européenne, dans tous les pays européens où ils ont reculé l'âge de départ à la retraite, ils ont créé des vieux travailleurs pauvres. Et on le voit d'ailleurs, le taux de chômage, pour revenir à la France, des personnes qui ont plus de 60 ans est autour de 40%. C'est des personnes que vous allez déplacer d'une caisse de protection sociale à l'autre et dont on sait très bien
allez demander... le nombre de personnes au travail. Non, mais, mais vous savez comme moi que pour les augmenté personnes, le nombre de personnes au travail. Les travailleurs seniors, comme on les appelle, on en a tous autour de nous. Des gens qui ont plus de 60 ans, retrouver un travail, bon courage. Des gens qui ont fait des métiers difficiles. Il y a quand même plus de gens le métier de journaliste, j'ai beaucoup de respect pour votre... oublions-le, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais physiquement, la charge physique n'est pas du tout la même par rapport à d'autres métiers. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à 63, 64 ans, 65 ans. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que je suis toujours en train de penser à Churchill, voudrais intervenir. Quelques questions. Non, Churchill, c'est bon. En plus, c'est passionnant les mémoires. Avec la Russie, c'est intéressant de les lire maintenant, mais c'est pas le sujet. Non, quelques commentaires. D'abord, je pense que ce débat, il est mal posé. Aujourd'hui, le départ effectif à la retraite des Français, 2024, c'est 63,5. Donc c'est déjà au-delà. Croire collectivement, et d'ailleurs, on est tous responsables, que, en fait, on leur disait, vous allez passer à 64 alors que vous êtes à 62. Mais non, on n'est pas à 62. Deuxième élément, il y a 4 Français sur 10 qui prennent leur retraite. Il faut préciser, ils partent plus tard parce qu'ils n'ont pas le nombre de trimestres. Ils pas le nombre de notamment, trimestres, ou qu'ils ont commencé, parce qu'on décale l'âge d'entrée au marché du travail. Et en général, leur niveau de pension est trop faible. Ou ils continuent, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Deuxième élément, ou qu'ils le souhaitent, d'ailleurs. Pour répondre à Mme Adouani, il y a 4 Français sur 10 qui partent avant l'âge légal, donc avant ce 62, 63 ou 60 d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficient justement des régimes qui protègent les carrières pénibles ou les carrières longues. Alors, il faut vraiment revoir ce dispositif parce que, on le sait, les polytechniciens bénéficient de ce régime-là. Bon, il y a peut-être à l'inverse, il y a des critères de pénibilité qui ont été enlevés par Emmanuel Macron. Attendez, vous avez parlé pendant longuement, si vous me laissez juste terminer. Je vous en prie. Et donc, il y avait probablement quelque chose à faire. Et moi, je regrette, je le dis, que le conclave n'est pas passé loin. Ça s'est joué à quelques centimètres. On aurait pu trouver un accord là-dessus. Donc, si vous voulez, le sujet, c'est de dépasser... Il n'y a pas que vous qui le regrettez. Pardon ? Il n'y a pas que vous qui le regrettez, le président de la République le regrette aussi. Ah ben écoutez, j'en sais rien, on n'en a pas parlé, mais je le regrette. Bon, mais ce que je voulais dire là, si vous voulez, c'est que malheureusement, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la politique française, alors que c'est un débat qui devrait être dépassionné. Et dernière chose, par contre, pour que les Français se rendent compte, 2025, c'est la première année où il y aura plus de décès que de naissances en France. Donc, on n'échappera pas, même si on fait de l'immigration économique, on n'échappera pas à travailler plus longtemps. C'est là où, Madame Aubry, j'ai du mal quand même. Vous êtes économiste de formation, vous êtes quelqu'un d'intelligent. J'ai du mal à croire que vous dites... les compliments. Non, mais de bonne foi. Moi, je ne pars pas du principe que les gens en face de moi sont de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas dire objectivement qu'on travaillera à 60 ans en France dans les 10 prochaines années. C'est pas possible. Si on faisait 5 enfants par femme, ou si on avait une immigration massive de plusieurs millions de travailleurs, peut-être que c'est possible, mais ça n'arrivera pas. Donc, mentir aux Français comme ça, je trouve ça pas bien, parce que oui, on peut le faire de manière différente que ça a été fait, probablement, mais on peut pas dire aux Français, on va revenir à 60 ans. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Si, on peut le dire, mais c'est pas vrai. Bon, déjà, plusieurs choses. La première étape qu'on propose, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, et c'est d'abord revenir à 62 ans. On commence et on propose de le faire dans un certain ordre. Ça, c'était le programme du NFP, 60, parce que le PS voulait pas aller à 60. Tout à fait. Donc, vous êtes mis d'accord sur d'abord 62, on verra ensuite. En gros, sur le programme du nouveau Front Populaire, c'était l'abrogation de la réforme des retraites. Et mais le programme des Insoumis, c'est bien 60 ans. Et tout faire pour aller vers 60 ans avec 40 ans d'annuité. Donc ça compte, ce qui veut dire que c'est pas automatiquement 60 ans pour tout le monde, mais vous pouvez partir à la retraite à partir de 60 ans. Parce que on sait que le taux d'espérance de vie entre les plus pauvres et les plus riches, entre les métiers difficiles et les métiers qu'on va appeler plus confortables de bureau, ne sont absolument pas les mêmes. Et c'est évidemment pour ces personnes-là en particulier. Et quand je pense mais c'est 60 ans pour tout le monde dans votre système. C'est pas 60 ans pour les métiers pénibles. C'est 60 ans pour tout le monde avec 40 ans d'annuité. Et c'est pas ça permet là d'avoir un système qui est finançable. Parce que vous avez raison moi, je n'écarte pas le sujet du financement de ce qu'on propose. On l'a d'ailleurs détaillé au moment de la campagne des élections présidentielles. Tant mieux si le débat nous permet de revenir dessus, c'est intéressant. Quand on sait, par exemple, qu'en France, il y a eu une multiplication ces dernières années d'exonération de cotisations sociales. Quand on sait, par exemple, qu'en France, les dividendes n'ont pas le même taux de cotisation que du salaire, c'est des manières, par exemple, de fiscaliser les dividendes, de récupérer jusqu'à 10 milliards d'euros. Je voudrais, jusqu'à 10 milliards si d'euros, ça permet de redistribuer les richesses. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais simplement vous poser à tous les trois la même question. Sébastien Lecornu a demandé aux partenaires sociaux de se retrouver et de plancher sur l'avenir des retraites. J'ai posé la même question à Maud Bréjon il y a quelques instants, porte-parole du gouvernement, qui nous a dit s'il trouve un accord, on le respectera. Si les partenaires sociaux, vous les connaissez un petit peu, Geoffroy Roux de Bézieux, s'ils trouvent un accord, je ne vais pas vous dire. Imaginons un accord à 62 ans.
accord entre le MEDEF et la CFDT, signé par, disons, les partenaires sociaux majoritaires. Est-ce que vous vous engageriez à suivre ce que disent les partenaires sociaux, qui sont quand même un petit peu en première ligne, et qui par ailleurs savent gérer un autre régime important qui est le régime Agirc-Arrco, qui fait même des bénéfices chaque année? Est-ce que vous seriez d'accord? Pas de bénéfices, un régime ne fait pas de bénéfices, heureusement d'ailleurs. En tout cas, il est équilibré. Il est équilibré. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord, Manon Aubry, Geoffroy Roux de Bézieux et Bruno Jeudi, parce qu'il n'y a pas de raison que je vous demande pas, pour dire on laisse les clés du camion et on suit cet accord, et tant pis pour la retraite à 60 ans. Geoffroy Roux de Bézieux d'abord, je vous laisse préparer votre réponse. Moi, bien sûr, moi j'ai géré Agirc-Arrco, et effectivement, la grosse différence, c'est qu'Agirc-Arrco, on a été en autonomie depuis le début, on a une règle d'or qu'il faut qu'il y ait 1 an de cotisation d'avance, et on a pu gérer, parce que c'est une retraite à points, on a pu gérer le taux de remplacement en même temps que le taux de cotisation. Pourquoi ça marche pour Agirc-Arrco et pas pour le régime général? Non, ça pourrait marcher pour le régime général. Mais ce sont les mêmes partenaires sociaux qui se retrouvent dans les deux cas. Non, mais on ne gère pas le régime général. Ouais. Donc ça pourrait marcher sur le régime général, mais il faut passer à un système où il est aussi dans la main des partenaires sociaux de faire baisser le taux de remplacement. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se tromper. Pourquoi Agirc-Arrco est équilibré? Parce qu'on a la main sur la cotisation, on a la main sur la dette, et on a, je ne vais pas dire mais les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux ont la main sur le taux de remplacement. Et on a modulé la valeur du point, puisque c'est une retraite à points. La retraite à points, ça existe en France, c'est Agirc-Arrco. C'est la retraite complémentaire. Quand les choses étaient difficiles, que la conjoncture n'était pas bonne, que les recettes rentraient pas, on a modulé avec la CFDT, avec la CGT, avec les syndicats réformistes, pour que le taux de remplacement soit plus faible pour équilibrer le régime. Donc c'est une gestion responsable. Manon, vous êtes prête à faire ça, à laisser les clés du camion aux partenaires sociaux qui... alors il y a des élections professionnelles, la CFDT au MEDEF, mais disons que l'air est peut-être plus serein dans la discussion que dans la classe politique. Écoutez, ou plus apte au compromis. On a déjà essayé. Il y a déjà eu un dialogue syndical à la fois avec les syndicats du patronat et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Au moment de la réforme des retraites elle-même, ça a conduit par une opposition unanime, ce qui est assez rare ces dernières années pour le noter quand même. Il n'y a pas eu de dialogue, pardon, excusez-moi, tous les syndicats. C'était le gouvernement qui nous consultait, il n'y a pas eu de dialogue entre les deux, c'est pas pareil. Le gouvernement a tenté de mettre d'accord le syndicat du patronat et les syndicats... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, mais c'est pas juste. Et les syndicats de salariés, et en l'occurrence... il a préféré choisir ce que lui proposait le syndicat du patronat du MEDEF. Pourtant, la dernière fois que le MEDEF avait promis quelque chose, je me souviens, le petit pins à 1 million d'emplois. Il y en a eu 2. Il y en a eu 2 des millions d'emplois. Il y en a avec le CICE, il y a surtout eu 100 000 emplois. Donc, les promesses du patronat ont un peu du mal à les croire. Et ils ont eu l'opposition totale de tous les syndicats. Il y a eu une deuxième tentative, qui est le conclave, qui avait permis d'acheter du répit à François Bayrou pour que le Parti socialiste ne censure pas. Parti socialiste qui est en train de reproduire exactement la même erreur et qui n'avait rien donné parce que le patronat est entré dans la discussion donc jamais 203. en disant quoi qu'il arrive, on ne touchera pas à la retraite à 64 ans. Donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi ça changerait, mais je vais vous dire, Marc Fauvel, si on veut vraiment trancher une bonne fois pour toutes ce sujet... Vous allez me dire élection présidentielle. Non, je vais même moins loin que ça, vous voyez. Pourquoi on ne fait pas un vote à l'Assemblée nationale, un vote pour ou contre l'abrogation? Simple, bête. Méchant. Basique. Première fois qu'on va faire voter l'Assemblée nationale sur le sujet parce que ça a été passé par 49.3. Et vous verrez qu'il y aura une large majorité pour l'abroger. Il faudrait souhaiter cet accord, mais je pense que c'est trop court pour qu'il intervienne rapidement. La prochaine discussion, c'est les amendements qui vont être introduits dans le projet de loi de financement de la Sécu. C'est là que les parlementaires vont se prononcer. Ce que le Premier ministre a proposé, c'est d'abord bien sûr, une conférence. Donner la main aux conférences. Avec une conférence des retraites. Juste techniquement. Non, mais la conférence des retraites, je pense qu'elle va prendre un peu plus de temps que le mois mais bien sûr, et d'autre part, il y a la présidentielle. Donner lieu à de la capitalisation, qui est un vrai sujet. Et d'autre part, il y a la présidentielle. Je pense que la réforme, elle est mise sur pause et que ce sera une discussion pour la prochaine présidentielle. J'observe juste que la France est sans doute le seul pays qui n'arrive pas à affronter sereinement la question des retraites. Et sans doute que ça remonte très très loin, ça remonte à 1981, lorsque pour la première fois, et c'est le seul pays qui l'a fait, on est allé contre les lois de la démographie, puisqu'on a fait revenir la retraite à 60 ans, elle était à 65 ans avant. Merci beaucoup à tous les trois, Bruno Jeudi, Manon Aubry, Geoffroy Roux de Bézieux.